Salut, c'est votre historien qui vous parle. Ce soir, nous voyageons vers une époque sombre de notre histoire. L'année 1916, la Somme, les tranchées de la Grande Guerre. Oubliez les films épiques et leurs héros glorieux. Oubliez les charges héroïques et les victoires éclatantes. La vraie vie dans les tranchées était très différente. Plus lente, plus longue. Faite d'attentes et de petits gestes quotidiens. Faite de moments de grâce au milieu de l'horreur. Avant de commencer ce voyage difficile mais nécessaire, installez-vous confortablement. Ajustez votre oreiller comme vous l'aimez. Tirez votre couverture bien au chaud. Likez cette vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous pour d'autres plongées respectueuses dans l'histoire. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez ce soir. Maintenant, fermez les yeux lentement. Respirez profondément par le nez. Laissez l'air entrer lentement dans vos poumons. Gonflez votre ventre. Expirez doucement par la bouche. Sentez votre corps se détendre progressivement. Relâchez vos épaules. Détendez votre mâchoire. Laissez-vous porter par ma voix vers ce monde oublié. Vous vous réveillez doucement. Mais ce n'est pas votre lit douillet. Ce n'est pas votre époque paisible. Vous êtes maintenant un soldat français, un poilu de 22 ans. Vous venez de Normandie, d'un petit village près de Caen. Vous vous appelez Henri Dubois. Vous êtes dans les tranchées depuis 8 longs mois. 8 mois qui vous ont semblé 8 années. Votre lit, c'est une couchette creusée dans la paroi de terre glaise. Une simple planche de chêne recouverte d'une toile de tente militaire. Une couverture grise, rêche mais chaude. C'est votre espace privé. Votre seul refuge dans ce monde souterrain. 2 mètres de long, 1 mètre de large, 60 centimètres de haut. C'est chez vous maintenant, votre nouvelle maison. Vous êtes dans une tranchée de première ligne, à 300 mètres des Allemands. Parfois 200 quand la ligne serpente. Pas plus, parfois beaucoup moins. Vous entendez leur voix quand le vent porte du bon côté. Ils parlent de chez eux, ils rient parfois, ils pleurent aussi. Ils sont comme vous, jeunes, fatigués, loin de chez eux, prisonniers de cette folie. Autour de vous, vos camarades dorment encore dans leurs abris individuels, roulés dans leurs couvertures militaires. Leurs visages sont sales mais paisibles dans le sommeil. Marcel Kergoat de Bretagne, Paul Martineau de Lyon, Antoine Rossi de Marseille, Jean-Baptiste Moreau du Berry. Vous partagez tout avec eux, la peur et l'espoir, le pain et la boue, l'amitié et les silences, la vie et la survie. Il fait froid ce matin d'octobre. L'automne s'installe définitivement. Les feuilles des rares arbres survivants jaunissent. Bientôt ce sera l'hiver. Votre 3e hiver dans cette guerre qui devait finir à Noël 1914. Vous ne comptez plus les jours qui passent, juste les lettres de votre mère. Une par semaine quand tout va bien. Quand la poste militaire arrive jusqu'ici. L'air du matin sent la terre humide et froide. La fumée refroidit des braseros. Les latrines creusées pas très loin. Parfois une odeur plus forte et plus troublante quand le vent tourne vers le no man's land. Vous ne pensez pas à ce que c'est. Vous avez appris à respirer par la bouche. Vous vous habituez à tout. C'est incroyable comme l'être humain s'habitue à tout. Vous vous réveillez naturellement avant l'aube. C'est de l'habitude maintenant. L'heure la plus dangereuse de la journée, l'heure des attaques surprises, l'heure où il faut être prêt à tout. Votre fusil Lebel, modèle 1886, est posé à côté de vous. Propre, huilé, chargé de 8 cartouches. Votre meilleur ami. Votre assurance vie. Votre compagnon fidèle. Vous vous levez lentement en faisant attention. Attention à votre tête. Le plafond de la tranchée est bas, fait de planches de récupération et de tôles ondulées, recouvert de plusieurs couches de terre et de sacs de sable. Camouflé avec des branches et de la végétation. Invisible d'en haut. Les avions allemands repassent parfois. Ils photographient une opposition. Ils cherchent un tonneau pointé au point faible. Vos bottes en cuir sont lourdes de cette boue collante qui s'accroche à tout, cette boue jaunâtre qui ne part jamais complètement. Qui devient partie de vous? Vos pieds sont toujours humides, toujours froids. Vous ne vous souvenez plus de la sensation d'avoir les pieds vraiment secs. Cette sensation appartient à une autre vie, une vie d'avant. Vous passez vos mains sur votre visage. Vous sentez votre barbe de plusieurs jours, vos joues creusées par les privations, vos yeux fatigués. Vous avez vieilli depuis votre arrivée, pas seulement en âge, en expérience, en sagesse douloureuse. Votre regard a changé, votre mère. L'a remarqué sur votre dernière permission. Elle n'a rien dit, mais vous avez vu ses larmes. Dehors, la tranchée s'éveille lentement. D'autres poilus sortent de leurs abris comme des taupes. Ils s'étirent, leur corps ankylosé. Ils bâillent en silence. Ils vérifient leurs armes machinalement. Geste automatique devenu seconde nature.
réflexe de survie qui ne vous quitte jamais. Le caporal Dubois fait sa ronde matinale. Il compte ses hommes. Il vérifie que tout le monde va bien, que personne n'a décroché pendant la nuit. L'aube approche derrière l'horizon invisible. Vous montez au créneau de tir. Position réglementaire. Vous regardez prudemment vers les lignes allemandes. Leurs tranchées ressemblent exactement aux vôtres. Même architecture de survie, même boue, même misère organisée. Même jeunes hommes qui regardent vers vous en se demandant la même chose que vous. Cette guerre est absurde. Mais vous êtes là. Alors vous faites votre devoir du mieux que vous pouvez. Le No Man's Land s'étend devant vous dans la pénombre. 300 mètres de désolation absolue. Cratères d'obus de toute taille, fils barbelés emmêlés, débris de toutes sortes, équipements abandonnés. Vous ne regardez pas trop attentivement le détail du paysage. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir, ne pas reconnaître, ne pas identifier, pour garder sa santé mentale. Un rat passe près de votre pied droit. Les rats sont partout ici, gros comme des chats bien nourris. Ils ne craignent plus les hommes. Ils font partie du décor quotidien. Certains soldats leur donnent des noms. Les apprivoisent, presque. Leur parlent comme à des amis. La solitude extrême rend fou parfois. Il faut s'accrocher à quelque chose de vivant, même un rat. Marcel vous rejoint silencieusement au créneau. Il sort une cigarette de tabac gris de sa poche de poitrine. Il la casse en deux. Il vous en donne la moitié. Vous tirez chacun 2 ou 3 bouffées précieuses. Le tabac calme les nerfs agités. Fait oublier momentanément la faim. Réchauffe un peu le corps et l'âme. Marcel ne parle pas ce matin. Pas besoin de mots entre vous. Vous vous comprenez sans discours. L'amitié vraie n'a pas besoin de bavardage. L'horizon s'éclaire très lentement. Le ciel passe progressivement du noir au gris anthracite, puis au gris perle. Bientôt, il fera jour. Une journée de plus. Une journée de survie supplémentaire. Vous comptez maintenant en jours survécus, plus en jours à vivre. C'est psychologiquement plus encourageant. Hier, vous avez survécu. Aujourd'hui, aussi peut-être. C'est déjà énorme. Le caporal Dubois arrive avec les nouvelles du commandement. Pas d'attaque prévue aujourd'hui. Journée de maintenance et de repos relatif. Réparation des tranchées endommagées. Nettoyage méticuleux des armes, corvées diverses et variées. Une journée calme selon les standards d'ici. Enfin, calme est un bien grand mot. Ici, calme veut simplement dire que personne ne tire intentionnellement. C'est déjà ça. Vous redescendez lentement dans la tranchée principale. Vos jambes sont lourdes. Pas de la fatigue physique pure, de la fatigue morale profonde. Cette guerre interminable use les âmes bien plus que les corps. Vous avez l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en 8 mois. Votre regard a changé. Votre sourire aussi. Votre mère l'a remarqué immédiatement lors de votre dernière permission. Elle n'a rien dit, mais vous avez vu sa peine. Paul Martineau prépare le café matinal avec des gestes précautionneux. Du vrai café. Un cadeau miraculeux arrivé dans un colis de sa femme. Elle travaille maintenant dans une usine de munitions à Lyon. Elle fabrique des obus d'artillerie. Ironie cruelle du sort. Elle fait les obus de jour, lui les reçoit de nuit. Elle vous envoie du café. Vous lui envoyez votre reconnaissance éternelle. C'est l'économie de guerre. L'absurdité organisée, l'odeur divine du café véritable réveille progressivement tout le monde. Quelque chose de vraiment civilisé dans ce monde devenu sauvage. Quelque chose qui rappelle puissamment la maison, le matin tranquille d'autrefois, la cuisine chaude de votre mère, la table familiale autour de laquelle on se retrouvait. Vous fermez les yeux pour mieux savourer le souvenir. Vous revoyez la cuisine de votre enfance, les confitures alignées sur les étagères, le pain frais sur la table cirée. Vous buvez votre quart de café en fer émaillé. C'est chaud, c'est délicieusement bon. Ça réveille vraiment l'esprit engourdi. Paul raconte sa dernière lettre reçue avant-hier. Sa femme Marguerite va bien malgré la fatigue. L'usine tourne jour et nuit. Les enfants grandissent sans leur père. La petite a perdu sa première dent. Le grand apprend ses tables de multiplication. La vie continue là-bas. Normal, paisible, difficile à imaginer depuis ici. Antoine. Rossi lit sa lettre familiale lui aussi. Ses parents tiennent toujours leur petite ferme en Provence. La récolte d'olives a été exceptionnelle cette année. Sa sœur cadette s'est mariée le mois dernier avec le fils du forgeron. Il sourit en lisant ces nouvelles simples. C'est si beau de le voir sourire ainsi. Ça arrive si rarement maintenant. Les sourires sont devenus précieux ici. Il faut les préserver comme des trésors. Marcel Kergoat n'a pas reçu de lettre cette semaine. Il dit qu'il n'a personne qui l'attend. Mais vous savez qu'il ment par protection. Il a juste trop peur maintenant. Peur d'apprendre une mauvaise nouvelle définitive.
Peur que quelqu'un de cher soit mort pendant son absence? Alors il préfère ne rien savoir du tout, ne rien espérer. C'est psychologiquement moins douloureux pour lui. Jean-Baptiste Moreau du Berry lit silencieusement sa propre lettre. Ses lèvres bougent sans bruit. Il relit plusieurs fois le même passage. Il sourit imperceptiblement. Sa fiancée lui annonce qu'elle l'attend toujours, qu'elle ne se mariera qu'avec lui, qu'elle priera tous les jours pour son retour. Ces mots simples lui donnent une force incroyable. L'amour est le plus puissant des médicaments. Vous sortez précautionneusement votre propre lettre, reçue hier par le courrier militaire. Vous la relisez pour la 10e fois déjà. Votre mère va bien malgré les difficultés. Elle travaille maintenant au champ. Elle remplace les hommes partis à la guerre. Elle conduit même la charrue. Elle est plus courageuse que vous parfois. Elle ne se plaint jamais dans ses lettres. Elle vous envoie juste tout son amour maternel. Sa fierté aussi. Elle raconte les nouvelles du village avec pudeur. Qui est mort au combat? Qui est blessé dans les hôpitaux militaires? Qui est porté disparu? Qui est prisonnier en Allemagne? La liste s'allonge inexorablement. Votre génération disparaît lentement. Ceux qui reviendront ne seront plus jamais les mêmes hommes. Cette guerre nous change tous, pour toujours. Vous le savez. Vous l'acceptez douloureusement. Elle vous raconte aussi sa vie quotidienne. Les vaches à traire, les poules à nourrir, le potager à entretenir, les conserves à préparer pour l'hiver. La vie simple qui continue malgré tout. Cette normalité vous apaise étrangement. Elle vous rappelle qu'il existe encore un monde où l'on peut vivre sans craindre la mort à chaque instant. Le petit déjeuner arrive enfin. La corvée de soupe remonte péniblement des cuisines roulantes. Tout au fond de la tranchée de communication principale, loin des premières lignes. La soupe est tiède, épaisse, nutritive. Pas très goûteuse, mais elle remplit utilement l'estomac. Elle donne les forces nécessaires pour affronter une nouvelle journée. C'est déjà beaucoup. C'est même tout. Vous mangez lentement avec votre cuillère en bois sculpté, celle que vous avez patiemment sculptée pendant les longues heures d'attente. Vous y avez gravé vos initiales au couteau, et celle de Marie Lecomte. Votre fiancée depuis 3 ans. Elle vous attend fidèlement. Elle vous écrit qu'elle attendra le temps qu'il faudra. Vous voulez désespérément la croire. Vous avez vitalement besoin de la croire. Marcel sort un morceau de pain de sa musette, du pain noir un peu dur. Mais c'est du vrai pain. Il le partage équitablement entre vous tous, sans rien dire. Naturellement, le partage est devenu automatique ici. Tout se partage. La nourriture, l'espoir, la peur aussi. C'est la loi non écrite de la survie collective. Après le repas frugal, le travail quotidien commence. Aujourd'hui, c'est réparation des parois effondrées. La pluie diluvienne d'hier a fait s'effondrer un long morceau de tranchée. Il faut absolument consolider avant la prochaine pluie. Clouer des planches de récupération. Poser des sacs de sable. Travail de terrassier et de charpentier. Vous étiez fermier avant la guerre. C'est presque le même type d'effort physique. Vous travaillez le plus silencieusement possible, sans faire de bruit inutile. Les Allemands ne doivent pas vous entendre travailler. Sinon, ils tirent quelques balles perdues dans votre direction. Pour vous rappeler qu'ils sont toujours là, qu'ils vous surveillent constamment, qu'ils attendent eux aussi. Cette guerre est principalement faite d'attentes interminables. Bien plus que de combats spectaculaires. Marcel travaille méthodiquement à côté de vous. Il chantonne très doucement. Une chanson traditionnelle de chez lui. De Bretagne. Une chanson de marin. Ça lui rappelle sa région natale. La mer omniprésente, le vent salé, les embruns revigorants, tout ce qui n'existe plus dans ce monde de terre sale et de boue collante. Paul répare minutieusement son fusil Lebel. Il démonte entièrement le mécanisme. Il nettoie chaque pièce avec un soin maniaque. Huile. Il remonte. Il vérifie le fonctionnement, encore et encore. Son fusil doit marcher parfaitement à chaque instant. Sa vie en dépend directement. Votre vie en dépend aussi. La vie de tous en dépend. Un fusil qui s'enraye au mauvais moment, c'est un homme mort à coup sûr. Antoine écrit dans son petit carnet personnel. Il tient un journal détaillé depuis son arrivée. Il note absolument tout, ce qu'il mange, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il dit que c'est pour après la guerre, pour ne jamais oublier, pour témoigner auprès des générations futures. Vous trouvez ça un peu morbide. Lui trouve ça absolument nécessaire. Chacun survit psychologiquement comme il peut. Jean-Baptiste tricote. Oui, il tricote des chaussettes avec de la laine envoyée par sa mère. Il a appris à tricoter ici, par nécessité. Ses pieds souffrent du froid et de l'humidité. Les chaussettes de laine sont vitales pour éviter les engelures. Il tricote des chaussettes pour lui. Pour vous aussi. C'est son geste de générosité quotidien.
Le temps passe avec une lenteur incroyable, comme toujours ici. Les minutes semblent durer des heures entières. Les heures semblent durer des journées. Le temps s'étire, se déforme, devient élastique. Vous ne portez plus de montre depuis longtemps. Elle s'est cassée lors d'un bombardement. Et puis à quoi bon mesurer le temps? Le temps n'a plus de sens normal ici. Un avion passe très haut au-dessus de vos têtes. Vous ne distinguez pas sa nationalité. À cette altitude, impossible de voir les cocardes d'identification. Il fait des cercles lents. Il observe. Il photographie peut-être nos positions. Vous vous cachez instinctivement sous les abris de fortune. Réflexe de survie devenu automatique. Ne jamais se montrer. Ne jamais laisser de traces. Vers le milieu de la matinée, une corvée spéciale arrive. Distribution exceptionnelle de tabac. Du vrai tabac français. Pas la mixture habituelle. Chacun reçoit sa ration hebdomadaire. Vous roulez précautionneusement vos cigarettes. Une pour maintenant, les autres pour plus tard. Le tabac est une monnaie d'échange, une consolation. Un petit plaisir qui aide à tenir. Marcel raconte une histoire de son village breton. Une histoire de pêcheurs pris dans la tempête. Ils se perdent en mer. Ils voient déjà la mort arriver. Puis soudain, ils aperçoivent le phare. Il les guide vers le port, vers la sécurité, vers leur famille. Cette histoire résonne étrangement ici. Vous aussi, vous cherchez votre phare dans la tempête. Paul montre les nouvelles photos de sa famille. Arrivé dans le dernier colis, sa femme Marguerite devant l'usine, ses 2 enfants dans le jardin. Un garçon de 8 ans, une fille de 6 ans. Ils grandissent sans leur père. Ils ratent leur enfance jour après jour. Mais il se bat pour qu'ils aient un avenir libre, pour qu'ils vivent dans une France libre. C'est son espoir, sa motivation profonde. Antoine dessine vos portraits dans son carnet. Il a un vrai talent artistique. Il vous dessine au travail, en train de manger, en train de rire. Il capture la beauté qui persiste malgré l'horreur, l'humanité qui survit malgré l'inhumain. Il témoigne par l'art. Il sauve par l'art. C'est sa façon de résister. Vers midi, la soupe arrive de nouveau. Plus épaisse cette fois, avec des morceaux de viande véritable. Ou ce qui ressemble à de la viande. Vous ne demandez jamais ce que c'est exactement. Vous mangez ce qu'on vous donne. Il faut manger pour garder des forces, pour rester en vie, pour tenir jusqu'au bout. C'est tout ce qui compte maintenant. Un avion allemand passe plus bas. Vous distinguez sa croix noire. Il fait de la reconnaissance. Il prend des photos de vos lignes. Vous restez immobile, invisible. Il repart vers ses bases. Vous respirez mieux. Ces avions vous angoissent toujours. Ils voient et tout. Ils savent tout. Ils préparent les bombardements. L'après-midi commence par une corvée de munitions. Il faut remonter les caisses lourdes depuis les dépôts arrière. Cartouches de fusil, grenades à main, fusées éclairantes. Tout l'arsenal moderne de la guerre industrielle. Vous portez les caisses en file indienne, dans les boyaux étroits de communication, courbés en deux, silencieux comme des ombres. Le travail physique vous occupe utilement l'esprit. C'est une bénédiction relative. Quand vous ne faites rien, vous pensez trop. Et penser, c'est psychologiquement dangereux ici. Vous pensez à avant la guerre, à après la guerre, à si vous survivez, à si vous mourrez. Ces pensées peuvent rendre fou. Il vaut mieux travailler, s'occuper les mains et la tête. Marcel trouve une lettre glissée dans une caisse de munitions. Une lettre d'un ouvrier de l'usine d'armement, pour les soldats du front. Un inconnu qui vous encourage, qui vous remercie, qui vous promet qu'on pense à vous, que la France entière pense à vous. Marcel lit à voix haute. Ça fait un bien immense. Vous n'êtes pas oublié. Paul découvre un petit dessin d'enfant glissé dans sa cartouchière. Un enfant l'a fait à l'école sans doute. Un soldat français qui sourit, avec un grand fusil tricolore, et écrit en grosses lettres « Merci, monsieur le soldat ». Paul a les larmes aux yeux. Il garde précieusement le dessin. Dans sa poche de poitrine, près de son cœur. Jean-Baptiste reçoit un petit sachet de bonbons, envoyé par des écoliers de Paris. Des bonbons à la menthe. Il les partage immédiatement entre vous tous. Chacun en prend un. Le fait fondre lentement sur sa langue. C'est un luxe inouï. Un rappel de l'enfance. De l'innocence perdue. Mais qui persiste quelque part. Ces petits signes de la France d'arrière vous touchent profondément. Ils vous rappellent pourquoi vous êtes là exactement. Pas pour la gloire militaire. Pas pour conquérir des territoires. Pour protéger. Pour que les enfants puissent continuer à dessiner des soldats souriants. Pour que les ouvriers puissent travailler en paix. Pour que la vie normale puisse reprendre. Antoine trouve un journal dans un colis, un journal de Paris. Il lit les nouvelles à voix haute.
Les nouvelles du front, les nouvelles politiques, les nouvelles culturelles. Le monde continue de tourner. La vie continue ailleurs. C'est rassurant et troublant à la fois. Vous avez l'impression d'être coupé du monde, oublié dans votre trou. Un bombardement lointain résonne vers l'est. Pas pour votre secteur cette fois. Quelqu'un d'autre reçoit les obus aujourd'hui. Vous frissonnez malgré vous. Vous pensez aux camarades qui subissent, qui souffrent, qui meurent peut-être. Cette guerre vous concerne tous. Vous êtes tous solidaires dans l'épreuve. Marcel chante doucement une chanson française. Une chanson populaire d'avant-guerre. Vous la connaissez tous, vous fredonnez ensemble. Très doucement, presque en silence. La musique réunit, la musique console. La musique fait oublier momentanément où vous êtes. Ce que vous vivez. Le soir approche lentement. L'activité ralentit progressivement des deux côtés. Les Allemands aussi se préparent pour la nuit. Parfois, on entend leur harmonica ou leur chant traditionnel. Ils ont de très belles voix, vous les écoutez malgré vous. La musique n'a pas de nationalité, elle console tout le monde de la même façon. Paul raconte ses projets d'après-guerre. Il veut agrandir son atelier de menuiserie, employer 2 ou 3 ouvriers, faire du beau travail, du mobilier solide. Il dessine ses plans sur un morceau de papier, il calcule, il rêve. Ses projets le maintiennent en vie, lui donnent un but, une raison de survivre. Le dîner arrive enfin avec la nuit tombante. Soupe aux légumes encore. Plus clair cette fois, avec du pain noir et dur. Mais c'est du pain. Vous le trempez longuement dans la soupe. Ça le ramollit. Ça a meilleur goût. Vous mangez très lentement, en savourant chaque bouchée, chaque gorgée. Chaque bouchée est précieuse quand on a faim. Antoine sort son harmonica personnel. Il joue très doucement. Une valse de Strauss. Vous fermez les yeux pour mieux écouter. Vous imaginez un bal d'avant-guerre. Des robes qui tournent gracieusement. Des rires cristallins. De la joie pure. De la légèreté insouciante. Tout ce qui n'existe plus. Tout ce qui reviendra peut-être. Après, si vous survivez, Marcel raconte une nouvelle histoire de son enfance. De son village de pêcheurs. Une histoire drôle cette fois. Vous riez silencieusement ensemble. C'est si bon de rire. Même ici. Surtout ici. Le rire, c'est ce qui vous garde humain. Ce qui vous empêche de devenir des bêtes sauvages. Il faut absolument continuer à rire. Même quand on n'en a pas envie. Paul montre encore les photos de sa famille. Il vous raconte chaque détail. Sa femme qui travaille courageusement. Ses enfants qui l'attendent patiemment. Son atelier fermé qu'il rouvrira. Sa maison qu'il repeindra. Sa vie d'après qu'il prépare mentalement. Ses projets concrets lui donnent une force incroyable. Jean-Baptiste lit des passages de la Bible. Il a gardé sa foi malgré tout. Malgré l'horreur quotidienne. Il lit les psaumes, les passages consolateurs. Sa voix douce vous apaise. Croyant ou non, vous écoutez religieusement. Les mots sacrés ont une force particulière ici. Une beauté qui transcende. La nuit tombe doucement. Progressivement. C'est l'heure la plus dangereuse de la journée. L'heure des patrouilles nocturnes, des coups de main surprises, des attaques soudaines. Vous montez tour à tour la garde. Vous surveillez attentivement. Vous écoutez tous les bruits. Vos sens sont aiguisés. Votre ouïe surtout. Dans le noir, on entend absolument tout. Vous prenez votre tour de garde réglementaire. 2 heures pleines. Au créneau de tir. Immobile comme une statue. Silencieux comme un mort. Vous regardez fixement le No Man's Land. Vous guettez les mouvements suspects. Les bruits anormaux. Votre fusil est armé. Votre doigt sur la détente. Mais vous espérez ne jamais avoir à tirer. Marcel vous remplace à l'heure prévue. Vous redescendez dans votre abri personnel. Vous vous allongez tout habillé. Vous fermez les yeux fatigués. Mais vous ne dormez pas vraiment, juste des somnolences légères. L'oreille toujours aux aguets, prêt à bondir, prêt à combattre. C'est comme ça qu'on survit ici. Vous pensez intensément à Marie. Son visage devient parfois flou dans votre mémoire fatiguée. Vous sortez précautionneusement sa photo de votre portefeuille. Vous la regardez à la lueur tremblotante d'une bougie. Elle sourit éternellement. Elle est belle comme un ange. Elle vous attend fidèlement. Du moins, vous l'espérez de toutes vos forces. Vous embrassez doucement cette photo, votre trésor le plus précieux. Un obus tombe au loin vers l'ouest. Pas très loin quand même. Vous sursautez instinctivement. Puis, vous vous détendez lentement. Pas pour votre secteur cette fois. Quelqu'un d'autre a eu moins de chance ce soir. Vous ne savez pas qui exactement. Vous ne voulez pas savoir. Chacun porte sa propre peur, pas celle des autres.
Vous sortez votre carnet personnel. Vous écrivez quelques mots pour votre mère bien-aimée. Vous lui racontez votre journée tranquille, en édulcorant considérablement, en mentant par amour. Vous dites que tout va bien, que vous mangez convenablement, que vos camarades sont formidables. Vous ne parlez jamais de la peur, de la boue, de la mort omniprésente. Antoine ronfle très doucement dans son abri. Paul marmonne dans son sommeil agité. Il rêve peut-être de sa famille lyonnaise. Marcel fait les 100 pas dans la tranchée. Il n'arrive jamais à dormir normalement. Il préfère monter la garde volontairement. Il dit que ça l'occupe utilement, que ça l'empêche de penser trop. Chacun sa méthode de survie. Jean-Baptiste prie silencieusement. Vous l'entendez murmurer? Il récite le chapelet. Il demande protection pour tous, pour sa famille, pour vous, pour ses ennemis aussi. Sa générosité vous émeut profondément. Il a gardé sa bonté malgré la guerre. C'est admirable, c'est nécessaire, c'est beau. Vous finissez votre lettre quotidienne. Vous la pliez soigneusement. Vous l'enveloppez dans de la toile cirée, pour qu'elle arrive sèche chez votre mère, pour qu'elle soit parfaitement lisible. Ces lettres sont votre lien vital avec la vie normale, avec le monde d'avant, avec l'espoir du monde d'après. Un rat vous regarde tranquillement. Il n'a plus peur des humains. Il s'est parfaitement habitué aux uniformes, aux armes, au bruit. Il fait sa vie ici, exactement comme vous. Il survit, comme vous. Il s'adapte, comme vous. Les rats sont peut-être plus intelligents que les hommes. Ils ne font jamais la guerre entre eux. Vous fermez lentement les yeux. Vous essayez de dormir vraiment, de rêver de choses belles et apaisantes, de votre village normand, de vos champs verts, de vos vaches paisibles, de Marie qui vous attend patiemment, de vos enfants futurs, de la vie normale qui reprendra forcément, quand cette folie collective sera terminée. Dehors, le vent nocturne souffle doucement. Il fait onduler les bâches. Il apporte des odeurs mélangées, de fumée froide, de terre mouillée, parfois de fleurs sauvages miraculeuses. Oui, même ici, des fleurs poussent encore, dans les cratères abandonnés, entre les fils de fer barbelés. La nature reprend toujours ses droits. C'est infiniment rassurant. C'est magnifiquement beau. Une fusée éclairante monte très haut dans le ciel noir. Elle illumine tout le paysage désolé. Quelques secondes d'une lumière blanche et crue. Tout devient irréel, fantomatique. Puis elle retombe lentement. L'obscurité revient, plus noire qu'avant. Vous clignez des yeux plusieurs fois. Votre vision s'adapte progressivement. Vous retrouvez vos repères familiers. Marcel chantonne encore sa chanson bretonne favorite. Elle parle de marins qui rentrent au port. Après de longs mois de tempête, retrouver enfin leur famille aimée, leurs enfants grandis, leur maison chaude. C'est exactement votre histoire à tous. Vous êtes en mer, dans la tempête, mais vous rentrerez au port. Un jour, forcément. Paul écrit encore à sa femme courageuse. Il lui raconte ses rêves les plus beaux, pas ses cauchemars nocturnes, ses projets d'avenir. Quand la guerre sera définitivement finie, quand il rentrera pour toujours, ils auront un autre enfant. Ils achèteront une maison plus grande, avec un jardin pour que les enfants puissent jouer librement. Antoine continue de dessiner dans son carnet. Il dessine la tranchée sous la lune. Vos visages fatigués mais sereins. Vos gestes quotidiens pleins d'humanité. Il dessine la beauté cachée dans l'horreur. L'humanité préservée dans l'inhumain. Il a un don rare. Il sait voir ce que les autres ne voient pas. Il témoigne par l'art. Il sauve par l'art. Jean-Baptiste tricote encore des chaussettes. Pour ses pieds gelés. Pour les vôtres aussi. Ses gestes sont réguliers, apaisants, méditatifs. Il trouve la paix dans ce geste simple. Cette générosité quotidienne lui fait du bien. À vous aussi. La bonté réciproque maintient l'humanité vivante. Vous vous endormez enfin, d'un sommeil léger mais réparateur. Agité de rêves mélangés, mais c'est du sommeil véritable. Votre corps fatigué récupère lentement. Vos forces reviennent progressivement. Demain sera un autre jour difficile. Un jour de plus à tenir courageusement. Un jour de plus vers la fin espérée de cette guerre. Vers la paix. Vers la vie normale. Vous rêvez de votre ferme familiale. De vos champs verts et fertiles. De vos animaux familiers. De votre vie d'avant-guerre. Paisible. Simple. Libre. Vous labourez votre terre généreuse. Vous semez votre blé doré. Vous nourrissez vos bêtes. Vous vivez normalement. Dignement. Heureusement. C'est le plus beau des rêves possibles. Puis vous rêvez de Marie. Elle court vers vous dans la prairie fleurie, ses cheveux blonds au vent, son rire cristallin qui résonne.
Elle vous tend les bras ouverts. Vous courez vers elle de toutes vos forces. Vous l'attrapez enfin. Vous la serrez très fort. Vous ne la lâcherez plus jamais. Plus jamais, vous ne la quitterez. Vous rêvez de vos enfants futurs, ceux que vous aurez avec Marie après la guerre. Ils jouent dans le jardin de votre maison, ils rient aux éclats, ils vous appellent « papa ». Ils ignorent tout de cette guerre horrible. Ils grandissent dans la paix, dans la joie, dans l'insouciance. C'est pour eux que vous vous battez. Le matin arrive trop rapidement. Encore une nuit de passé sans drame. Encore un jour qui commence avec ses dangers. Marcel vous réveille très doucement. Il vous tend du café chaud. Vous vous levez péniblement. Vous vous étirez. Vous regardez dehors. Le paysage désolé n'a pas changé. La guerre continue inexorablement. Mais vous êtes vivant, encore une fois. Vos camarades aussi, c'est déjà énorme. C'est déjà tout ce qui compte vraiment. Vous prenez votre fusil familier. Vous vérifiez qu'il fonctionne parfaitement. Vous remontez au créneau réglementaire. Vous regardez vers l'ennemi invisible, qui vous regarde aussi. Deux peuples face à face, qui se ressemblent tant au fond. Cette guerre finira forcément. Un jour proche, elle doit absolument finir. Vous rentrerez tous chez vous. Vous retrouverez Marie. Vous aurez des enfants. Vous leur raconterez peut-être, ou peut-être pas. Peut-être qu'il vaudra mieux oublier complètement. Enterrer définitivement ces souvenirs douloureux. Vivre uniquement pour l'avenir. Pas pour le passé révolu. Vous pensez à tous ceux qui ne rentreront jamais. Vos camarades tombés, vos amis disparus. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux, qu'on honore leur sacrifice, qu'on vive dignement la paix qu'ils ont payée de leur vie. C'est votre devoir de survivant, votre responsabilité de témoin. Mais maintenant, vous revenez très lentement vers notre époque pacifique, vers votre vraie vie confortable, vers votre lit moderne et douillet, votre maison chauffée et sécurisée, votre paix quotidienne et précieuse. Vous quittez progressivement ces tranchées, ces hommes courageux et ordinaires. Cette époque terrible mais héroïque. Le voyage dans le temps se termine en douceur, sans brusquerie aucune. Vous gardez précieusement avec vous cette fraternité authentique, cette solidarité vitale, cette capacité admirable à rester humain dans l'inhumain, cette leçon d'espoir indéfectible. Même dans le pire des mondes, l'homme garde sa dignité, sa bonté fondamentale, sa capacité infinie d'aimer et d'espérer. Vous ouvrez lentement les yeux sur votre monde d'aujourd'hui, avec sa paix durable, ses facilités inouïes, ses problèmes différents mais moins dramatiques, ses guerres lointaines et médiatisées. Mais vous gardez en vous quelque chose d'essentiel de ce voyage, cette reconnaissance infinie pour la paix, cette valeur irremplaçable de l'amitié, cette force indestructible de l'espoir partagé. Peut-être que ce voyage vous a profondément ému. Peut-être que ces hommes simples vous ont sincèrement touché, leur courage tranquille et quotidien, leur humanité préservée malgré tout, leur espoir inébranlable en des jours meilleurs. Ils nous donnent une leçon magistrale sur ce qui compte vraiment dans la vie, sur la valeur irremplaçable de la vie, sur le prix inestimable de la liberté. Merci de tout cœur de m'avoir accompagné dans cette tranchée difficile. Merci d'avoir vécu avec moi cette journée douloureuse mais nécessaire. Likez si cette histoire vous a sincèrement marqué, si elle vous a fait réfléchir profondément. Abonnez-vous pour d'autres voyages respectueux dans l'histoire. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus touché dans cette expérience. Dormez bien maintenant, dans votre lit confortable et sûr, dans votre maison sécurisée et chauffée, dans votre pays en paix durable. Pensez avec reconnaissance à ces hommes qui ont donné leur jeunesse, leur vie parfois, pour que vous puissiez dormir tranquillement. Ils le méritent amplement. Ce souvenir reconnaissant et respectueux. Faites de beaux rêves apaisants. Peut-être que vous rêverez de paix universelle, de fraternité authentique, d'espoir partagé. Peut-être que vous entendrez encore l'harmonica mélancolique d'Antoine, les chansons bretonnes de Marcel, les rires généreux de Paul. Peut-être que vous verrez Henri retrouver enfin Marie. Après la guerre, dans la paix retrouvée. Gardez précieusement avec vous cette leçon d'humanité, cette fraternité dans l'épreuve la plus dure, cet espoir absolument indestructible, même dans votre vie moderne et facilitée. C'est possible, c'est nécessaire, c'est le plus beau des héritages qu'ils nous ont légués. Bonne nuit, dormez en paix profonde, rêvez de fraternité universelle. Et à bientôt pour un nouveau voyage respectueux dans l'histoire, dans l'humanité et l'espoir indestructible. Votre historien somnolent vous dit à bientôt, avec tout son respect infini pour ces héros anonymes et éternels.